الرفاه. لهذا حنا بغينا نديرو ذاك الجانب بيان سور ذاك الممر يكون نظيف جدا، تعطي واحد الصوره لائقه، ونتمناو بانه تكون بدايه. هذيك المساله نتاعت فيما يخص الديليغاسيون ما مشيتيش ما اتصلتيش الديليغاسيون ديال التوريزم في الموضوع اطار هذوك الاجانب اللي تيخدموا تيديروا الارشاد. Et du fait de vouloir collaborer avec les guides de tourisme. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aussi dans nos bureaux. Comment je pourrais évaluer la situation du tourisme à Marrakech? Il y a de nombreux signes qui laissent penser que le tourisme va dans une bonne direction. On ne va pas se limiter uniquement au côté peut-être positif, au côté, à ce côté-là, je voudrais surtout aborder des questions qui font l'unanimité parmi les guides, ils ne sont pas satisfaits de ces choses-là. Notamment la propreté. D'abord, c'est quelque chose sur laquelle on doit se pencher par tous les moyens. Deuxièmement, le fait qu'il y a les deux roues dans la Médina, le fait qu'il y ait des motocyclettes dans la Médina, je me demande finalement pour quelles raisons les autorités ne se penchent pas sur cette question. Parce que ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à l'odorat, ça crée un confort dans tous les sens. La Médina a vécu sans motocyclette pendant des siècles, donc la première des choses à laquelle on peut penser, pour quelles raisons finalement on a adopté ce style de locomotion, ce moyen de locomotion pour une ville dont la configuration ne se prête pas justement à ce moyen de transport. Donc à mon avis, il va falloir penser à réintroduire les bêtes de somme et de trait qui ont toujours existé dans les ruelles de la Médina. Quand je parle des bêtes de somme et de trait, je parle des ânes, des mules et aussi des chameaux. Ça donnerait un attrait spécifique à la ville. Ça encouragerait aussi beaucoup de touristes à venir nous rendre visite parce que quand ils viennent ici, ils ne s'attendent pas à se faire percuter par des motos. Au contraire, ils aimeraient bien voir quelque chose de typique. Et on ne pourrait pas trouver mieux que cela. D'autant plus que la ville de Marrakech a vécu pendant des siècles, pas uniquement des décennies, mais pendant des siècles, avec ses moyens de transport, avec ses moyens ses bêtes de somme et de trait. En deuxième lieu, on peut tout simplement évoquer aussi le fait qu'à Fès, il n'y a pas de motocyclette, peut-être parce que la configuration topographique de la ville ne s'y prête pas, du moment que ça se trouve dans un vallon, mais ça donne un charme particulier à la ville. Nous ne voudrions pas que généraliser, par exemple, ces bêtes de somme et de trait au reste de la ville de Marrakech. On voudrait que ça se limite uniquement à l'ancienne Médina. Si on veut rendre à la Médina son lustre d'antan, il faut nécessairement penser à interdire totalement les motocyclettes dans ces ruelles. Et nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de chômage dans notre ville, donc ça donnerait le moyen à beaucoup de gens de se recycler dans quelque chose qui va leur donner la possibilité de travailler. On va s'intéresser à la toilettage de ces bêtes-là et à leur fourrage, et ça va donner la possibilité à beaucoup de gens de travailler. Parce que maintenant, ces motocyclettes, en règle générale, c'est les personnes qui les utilisent, c'est des personnes qui sont en bonne santé, ils n'ont pas nécessairement besoin d'enfourcher une motocyclette et de faire peur aux touristes. On ne va pas les accueillir dans un endroit pour leur offrir des motocyclettes. Ces gens-là, ils ont des Harley Davidson chez eux et ils ne les voient que sur les autoroutes. Alors que chez nous, je pense que du temps où les Français étaient chez nous à Marrakech, ce n'était pas leur pays. Il y avait nettement moins de monde. Et même la bicyclette, elle était interdite dans la Médina. C'est un contresens, c'est quelque chose d'intolérable. Ça nous fait énormément mal au cœur de voir des motocyclettes circuler dans tous les sens, à toute vitesse, y compris dans les allées marchandes, et même là où les gens habitent. Parce que ces motos-là, quand on parle de propreté,
on doit nécessairement faire le lien. Parce que ces motocyclettes, elles dégagent une odeur nauséabonde, ça fait mal aux oreilles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait mal à tous les sens. Donc il ne faut plus qu'on parle de l'éblouissement des sens, et il faut plutôt se pencher sur ce phénomène-là qui est enrageant, qui nous révolte, qui révolte toute personne qui pense à l'intérêt de sa ville, qui aime sa ville. D'ailleurs, ça dérange aussi énormément les clients. Mais les clients n'osent pas aborder ce phénomène-là avec nous parce qu'ils se disent finalement, c'est nous qui devons gérer ce phénomène, c'est pas eux. Ils ferment les yeux, ils se disent finalement, peut-être on n'est pas intelligent pour laisser ces motocyclettes circuler dans tous les sens dans la Médina. Ça, c'est un point noir, les motocyclettes. Il y a aussi l'absence des toilettes. On a beau inscrire sur tous les murs que Nadafa et Minel Imen, que la propreté émane de la foi, et néanmoins, on constate que on ne fait pas attention, on jette tout partout. Et ça frappe toutes les couches de la population. On peut parfois voir une personne qui sort d'un lieu de culte, elle se mouche le nez et il jette un mouchoir. Comme on peut voir quelqu'un qui conduit une Mercedes flambant neuve et il baisse la vitre pour jeter un mouchoir ou un paquet de cigarettes ou une canette de limonade. Je ne comprends pas. On se contredit. Finalement, on se dit, est-ce qu'on n'a pas opté pour la contradiction au lieu d'opter pour l'INDH, qui normalement qui doit être la base de notre façon de voir les choses, de notre façon de se comporter, on opte pour, on se contredit. Et ça, c'est pas quelque chose qui va aider Marrakech à aller de l'avant. Il faut nécessairement se pencher sur la propreté, sur l'interdiction des motocyclettes dans la Médina. Et il y a aussi les monuments, ils ont un horaire un petit peu contraignant. Il faut penser leur permettre d'ouvrir beaucoup plus longuement, beaucoup plus... Il n'y a pas de raison que les monuments ferment à 17h. Il faut qu'ils ferment le plus tard possible. D'autant plus qu'il faut se mettre en tête que nous n'avons pas beaucoup de monuments à Marrakech. Le peu de monuments que nous avons, nous aimons notre ville incontestablement, nous la chérissons, nous la portons dans notre cœur, mais on ne peut pas se voiler la face et dire que Marrakech, il y a tellement de monuments. Il y a quelques monuments. Le monument qui existe à Marrakech, c'est la Médina elle-même. Et donc, il faut veiller sur sa propreté, il faut créer, pour que ça devienne un musée. Si les clients viennent ici, c'est pour se rendre à la Médina. Et à la Médina, il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut de véritables designers, il faut de véritables urbanistes, il faut des gens qui aiment la ville. Il faut que des gens qui aient l'œil pour voir ce qui agresse le regard et ce qui peut leur donner l'envie de revenir, visiter et revisiter notre ville. Bon, peut-être j'ai parlé que des choses négatives, mais il y a aussi, bien sûr, des choses positives. Il y a le climat de Marrakech, il y a l'hospitalité des Marocains, il y a l'emplacement de Marrakech avec l'eau Atlas qui se dresse juste derrière. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de choses qui font que les touristes viennent nous rendre visite, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut nécessairement se pencher. Il faut faire appel à des spécialistes, des gens qui aiment la ville, des gens qui portent cette ville-là dans leur cœur. Il faut être nécessairement sérieux, mais il faut aussi être créatif. Le plus souvent, on fait appel à quelqu'un qui est sérieux, on oublie le côté créatif. Et parfois, on fait appel à quelqu'un de créatif sans pour autant accorder l'importance au sérieux de la personne. Et ces deux qualités-là, c'est avec ces deux qualités-là qu'on peut accroître l'attractivité de la ville. Sans ces deux choses-là, on risque de stagner, voire même reculer. Heureusement, les guides n'ont cessé de ternir depuis longtemps parce qu'ils n'étaient pas encadrés. Nous sommes maintenant, le nombre des guides avoisine à peu près les 600. À Marrakech, ne serait-ce qu'à Marrakech, bien sûr, le nombre global, c'est à peu près 800. Si on prend en considération les guides de montagne et les guides des Sawyer, le nombre il est quand même assez limité puisqu'il ne dépasse pas la quarantaine. Les guides de montagne, leur nombre ne doit pas excéder les 150. En tous les cas, le nombre à Marrakech est à peu près de 600. Ces gens-là, ils ont souffert énormément du manque d'encadrement. Aussi bien de la part du ministère du Tourisme. Je ne parle pas de nos jours. De nos jours, c'est vrai qu'il y a des profils qui font honneur à notre pays.
parce qu'ils veulent, par tous les moyens, inscrire leur démarche dans la philosophie tracée par Sa Majesté Mohamed VI. Sinon, en dehors du fait, je veux dire exactement les obstacles que rencontre le guide à Marrakech, il y a tout d'abord le monopole. On n'a pas cessé de parler de cela depuis longtemps. Le monopole, il est exercé par une poignée de guides et une poignée de marchands. Et il faut aussi dire, rajouter une autre chose, c'est que le guide aussi, il faut nécessairement une couverture sociale. Et nous avons un programme pour cela. Dans un premier temps, on s'intéresse à... Nous avons un objectif, c'est de réaliser la centralisation des appels. Il faut que tous les appels passent par l'association, comme ça on peut distribuer le travail de manière équitable. Et également, je veux dire, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Donc, par ce biais-là, on va pouvoir assurer le travail au plus grand nombre de guides. Et au niveau de la couverture sociale, on y pense, on y travaille sérieusement. Il y a une commission chargée de cela. Et elle fait tout pour que la couverture sociale soit assurée pour tout le monde. Nous estimons que dans une année, on pourrait réaliser ça. Pour l'instant, on y pense sérieusement, on y travaille sérieusement, mais on s'est donné comme objectif primordial la centralisation des appels, parce que c'est avec ce moyen-là qu'on peut assurer le travail au plus grand nombre de guides. Parce que quand on demande à un guide, par exemple, la couverture sociale, pourquoi il n'est pas assuré, il va vous dire qu'il faut qu'il travaille dans un premier temps. Et c'est ça qui fait qu'on a donné la priorité à cela, à la centralisation des appels. Il est évident que de nombreux guides aussi se trouvent devant les hôtels et dans d'autres points névralgiques de la ville et ils n'ont pas d'abri. Il faut nécessairement qu'ils bénéficient d'abri, c'est-à-dire de kiosques. On y pense aussi sérieusement. C'est l'objectif qu'on cherche à réaliser au courant de l'année prochaine. Et il y a aussi la légalisation de la commission. Ça fait partie des objectifs qu'on voudrait atteindre au courant de la 3e année. Et c'est ça, globalement, les objectifs que l'association voudrait réaliser pour améliorer l'image du guide. Elle ne peut pas passer, cette amélioration ne peut pas être assurée sans le travail. Il faut que tout le monde puisse avoir une chance de travailler. C'est avec ce moyen-là qu'on pense faire bouger les choses, faire avancer les choses. On va aussi... penser sérieusement, on y a déjà travaillé sérieusement, c'est-à-dire assurer, faire en sorte que tout le monde puisse avoir une chance de travailler en essayant de donner, par exemple, si quelqu'un n'est pas, on estime qu'il est âgé ou il est malade ou il ne peut pas satisfaire les exigences d'un client d'un établissement de haut standing, on veut qu'un autre guide, qu'un de ses collègues puisse prendre la relève et travailler pour son tour. De toutes les manières, pour l'instant, le travail est accaparé par une poignée de gens et il n'est pas réparti de manière équitable. Si en réalisant cet objectif-là de la centralisation, tout le monde pourra travailler. Non seulement on pourra réaliser l'égalité des chances, mais en même temps, on va pouvoir constituer une base de données. On va savoir qu'est-ce qui manque, quels sont les points à revoir, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et bien sûr, cela aussi va dans le sens de la sécurité du client, parce qu'en procédant, en essayant d'instaurer cette méthode-là, le client, il va être suivi de bout en bout. C'est-à-dire, dès qu'il met les pieds en dehors de l'hôtel, un guide, lui, sera dispatché et il lui donnera ses coordonnées à la fin de la visite pour que chaque fois que ce client-là a envie de faire quelque chose, il peut prendre contact avec lui et l'assister dans toutes les démarches que ce client-là voudrait entreprendre. Parce que non seulement notre Constitution parle de cela dans son article 35, mais c'est un principe reconnu par tous les grands penseurs et tous les grands philosophes. Sans égalité des chances,
rien ne peut évoluer, rien ne peut se développer. Et comme notre philosophie est basée sur les valeurs de l'IDH, il est tout à fait normal qu'il faut qu'on assure l'égalité des chances par tous les moyens. Et on va y arriver. Je sollicite maintenant, je fais un appel aux autorités pour qu'elles nous aident dans ce sens-là. On rencontre des obstacles, des réticences de la part des autorités qui ne saisissent pas tout à fait la portée de ce principe qui est l'égalité des chances, alors que c'est primordial pour une meilleure justice sociale, pour une cohésion sociale, pour une entraide qui va se traduire par quelque chose de positif sur l'ensemble des composantes sociales. Malheureusement, cette histoire de monopole, je crois que tous les guides en souffrent. C'est pas que je crois, je suis sûr que tout le monde en souffre, d'autant plus qu'ils savent très bien que ces gens-là, par exemple, qui monopolisent le travail, ce n'est pas nécessairement les guides les plus brillants. Et il y a d'autres guides encore plus brillants qu'eux et qui souffrent du manque de travail. Et il faut nécessairement qu'on se penche sur ça. Et on ne ménage aucun effort pour mettre un terme à cette situation-là. Et il est évident que c'est pas, je dirais même pas 5% des guides qui font l'objet, qui monopolisent le travail. Ils sont aidés dans cela par des marchands et par la complaisance aussi de certaines instances. Pour être plus clair, est-ce que tout simplement ces instances-là n'ont pas encore vu notre projet et n'ont pas eu le temps pour consacrer quand même un minimum de temps à cela? Ou est-ce que s'améliorer que par l'apport du guide? كيف ستساهمون من موقعكم في الدفع بعجلة التنمية السياحية الشاملة بمراكش؟ Il faut nécessairement se pencher sur le tourisme national. Il faut aussi se pencher sur un tourisme solidaire et équitable. On a beau parler de ces slogans-là, mais ça rejoint justement l'égalité des chances. Et donc, pour que le tourisme se développe à Marrakech, il faut faire appel à des gens qui aiment la ville, à des gens qui non seulement aiment la ville, mais il faut qu'ils aient aussi le sens de créativité. Il faut qu'elles soient sérieuses et le sens de créativité, peu importe qu'elles aient le meilleur discours. Parce que très souvent, on a assisté à des personnes qui ont le meilleur discours. Mais cela n'apporte rien. Moi, j'estime que ceux qui se sont distingués par le discours, ils sont déjà morts. Il faut se distinguer par la compassion et par l'action. Et moi, personnellement, mon équipe s'évertue à inscrire, sa démarche dans cette philosophie-là, qui est basée sur la compassion, le fait de se mettre à la place d'autrui, et sur l'action. Il faut l'action. Et cette action-là, il faut je traduirai l'action par la créativité. Il faut créer. Jusqu'à présent, on ne crée pas assez. Les terrasses de la Médina, les simplement désirées. Il faut penser à planter toutes les terrasses de Marrakech. C'est très facile. Il y a tellement de plantes qu'on pourrait utiliser. Ça fait fleurir toutes les terrasses de la Médina. Et il faut, bien sûr, je reviens là-dessus, exclure carrément les motocyclettes des ruelles de la Médina. Et c'est avec au moins ces deux éléments-là, ils peuvent contribuer amplement à
à faire venir plus de touristes à Marrakech.